Cette semaine, on a pas mal de choses à voir. Ouais, Après ce troisième café du matin, d'ailleurs, en fait, on n'a quasiment jamais fait un apéro humour. ouais. On va peut-être leur nommer le café humour. C'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être quelque chose qu'on va faire. In Euh, fine. Je voulais. J'ai plein de sujets à aborder cette semaine. Alors, on rentre un petit peu dans le calme automnal, qui est propre à quasiment tous les business. Hein. Tu sens que c'est plus calme, tu sens que les gens commencent à temporiser un petit peu pour les fêtes. Ouais. Mais pas mal de sujets. Déjà, un truc qui n'avait rien à voir. Est-ce que tu suis un peu Légende ou pas? Tu sais, le podcast de Guillaume Play. Enfin, le podcast, c'est pas un podcast, c'est quasiment un média en fait aujourd'hui. Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Est-ce que tu as vu le dernier épisode avec Sarkozy? Non. Il est exceptionnel. Ah ouais. C'est Sarkozy, chaque phrase qui sort de sa bouche, c'est une punchline. C'est vrai. Mais une punchline, vraiment, c'est pas- Solide. Je sais pas comment il fait quoi. Tu peux vraiment découper les 2 heures de séquence, tu peux en faire, je pense, 1500 shorts, tu vois. Il est trop fort dans la manière dont il s'exprime, etc. Et non, il me fait bien rire. Et puis c'est intéressant parce que ancien président, donc évidemment beaucoup de pouvoir, et c'est un mec, j'avais jamais vu ça chez lui parce que moi, quand il a été élu, j'avais 7-8 ans, tu vois. Mm. Et c'est vrai, une ambition dévorante. Il est fascinant, sa manière de parler, il s'exprime évidemment très bien. Ouais. Mais moi, je te conseille de le regarder, il est top. Bah, c'est un peu un trait de caractère de toutes les personnes qui sont dans la politique. Hein. L'attrait du pouvoir. Aujourd'hui, t'es pas riche parce que t'es politicien. Hein. Oh, ça se discute, hein. Bah, pas C'est pas vraiment. la politique qui te ramène de l'argent, Ouais. mais les à côté sont sympas, quoi. Oui, mais bon, on parle de entre 5 et 12 000 balles par mois, tu vois. Ou alors, ouais. Tu vois, un gros entrepreneur, un bon entrepreneur, il peut prétendre à gagner beaucoup plus qu'un politicien. Mais c'est l'attrait du pouvoir, c'est des valeurs différentes. Sarkozy, quand il ramène la famille Kadhafi en France et qu'il les loge à Paris, je pense qu'il a pris quelques millions sous la table. Tu vois, c'est Ouais. c'est plutôt ces à côté-là que moi je pensais, tu vois. Ok. Mais ouais, même, mais d'ailleurs, j'en parlais avec un copain qui était marchand de biens à l'époque. Enfin, il n'était pas marchand de biens, il était dans l'immobilier. Et il m'a dit que tout ce qui était promotion, il avait arrêté parce que c'était qu'une histoire de pot de vin. Et que lui, ça le saoulait. Et il m'avait raconté, il m'avait dit Arthur, tu vois l'image de la mallette remplie de cash que tu passes sous le bureau dans la mairie. Ouais. Il dit, bah, c'est la vraie vie, quoi. Ouais. Mais tu sais que c'est pas une légende, ça. J'ai aussi un exemple là-dessus. J'ai rencontré un mec qui est devenu milliardaire dans l'immobilier. Je vais pas donner son nom, je pense pas qu'il m'autorisera à le dire. Mais en fait, il m'explique que pour aller faire quelques dizaines ou centaines de millions dans l'immobilier, c'est possible. Aller faire 100 millions dans l'immobilier, c'est possible. Mais au-delà de ça, en fait, pour passer de 100 millions avec le zéro en plus au milliard d'actifs sous gestion, il y a un passage où tu es plafonné, les mérites plafonnent, Ouais. tout le monde en fait t'empêche de continuer de t'étendre. Tu n'as plus accès au même deal qu'avant. Et la seule solution pour continuer d'avancer pour lui, c'était commencer à verser des dessous de table. Donc ouais, c'est vrai. Bon, on le saura, faut commencer à stocker un peu d'argent du coup là. Ouais. Pour les pots de vin. Retire un peu toutes les semaines, retire 500 € à partir de maintenant. Qu'on commence à soudoyer. Bon, après, j'imagine que évidemment tout le monde ne le fait pas, mais je pense que c'est une réalité qui est pas. Ouais. Tu sais, l'accord du permis à la mairie, Bah, c'est des ça. choses comme ça. En fait, moi, c'est ça dont on parlait. Quand on est sur des projets très gros, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont placées politiquement dans la mairie, Ouais. qui savent qu'ils ont un petit pouvoir et qui en jouent. Quoi. Ou alors, j'imagine, tu m'aides pour ma campagne, et puis après, ensuite. Ils emmerdent je pas t'envoie un l'investi- ascenseur, ouais. Ouais, ils emmerdent pas l'investisseur qui fait son projet à 500 000 €, tu vois, mais Mais moi, ce qui lui avait fait péter un câble et le pourquoi il avait arrêté, parce que c'est un mec assez teigneux, tu vois. Je pense pas qu'il a arrêté parce que les pots de vin ça le saoule, ça m'étonnerait. Je pense qu'il a arrêté parce qu'à mon avis, il y a une grosse affaire qui a dû lui passer sous le nez, alors qu'il était placé dessus, etc. Puis t'as un mec qui a dû arriver, non, mais donne-la moi à moi. Tu vois. Et je pense qu'il a dû se la faire retirer, et du coup, il a une haine contre les mairies et tout depuis ça. Et bon, il s'en sort bien, il vient de finir 35 appartements. Ça va. Ça va, c'est ok. petit projet. Mais oui, non, ce podcast de Sarkozy, il est vraiment génial. Franchement, regarde-le, il est épatant. Parce que du coup, je sais pas, moi je l'ai vu à travers des discours, des allocutions, des choses comme ça. Mm. Et le voir dans un contexte plus détente, c'est pas mal. Et puis il est énorme, quoi. Il est vraiment énorme. Et très bon podcast. Ok, Euh, excellent, j'irai voir ça. Ouais, je regarde mon petit tableau toujours.
je voulais parler un peu projet client, parce que c'est vrai, il y a encore des personnes qui pensent que le marché de l'immobilier tourne un peu au ralenti, que c'est lent, ça ne se développe pas, que les taux bloquent un petit peu les achats, etc. Et c'est marrant parce que du coup, quand tu es d'un côté plus investisseur, et surtout quand tu fais partie d'une communauté d'investisseurs, bah, tu vois que c'est un peu, il y a un contraste souvent entre ce que la plupart des gens font et ce qui se passe dans la communauté. Ouais. Et là, ce contraste, je vais le mettre en avant parce qu'on a des clients maintenant qui se contentent même plus de faire un projet à la fois. Tu sais, de se dire, j'en fais un, je le loue, j'attends que ce soit mis en location, je passe au deuxième. Là, on a des clients qui en font deux en même temps. Ouais. Là, on a Océane et Justin qui achètent un premier immeuble. Après avoir eu l'offre acceptée, il y a un deuxième immeuble qui revient vers eux euh, pour leur dire bah, vous aviez fait la visite, vous n'aviez pas fait d'offre, c'est dommage, est-ce qu'on ne peut pas trouver, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger, etc. Au final, ils sont arrangés, donc ils font les deux d'un coup. Et on a par exemple, on a aussi Aurélie Aurélien qui font leur big projet là, avec une espèce de. Ah ouais, faut que tu nous en parles de celui-là. Mais ce projet-là, il est assez hallucinant. C'est quasiment. En fait, j'ai envie d'utiliser le bon mot pour le décrire. Parce que c'est pas juste un bâtiment, c'est un très beau bâtiment. C'est vraiment un bâtiment, c'est une espèce de grande longère avec une extension en grange. Donc ça fait, tu arrives dans une grande cour, comme une sorte de grande villa un petit peu. Et en fait, ce projet-là, il tombe dessus via des notaires, le fameux off-market 2.0 dont tu avais parlé. Ouais. Donc en fait, c'est des notaires, etc., qui ont bien à la vente. C'est une dame seule qui vient de perdre son mari. Ils habitaient là avec son mari. Donc ils ont fait pas mal de travaux de rénovation. Alors esthétiquement, ça vaut ce que ça vaut, mais tout est aux normes, panneaux solaires. Tu sais, ils ont fait des rénovations plus énergétiques, etc. Ouais. Le bâtiment a toujours été bien entretenu. Magnifique. Et donc ils partent sur ce bâtiment-là. Et intéressant parce qu'à la base, affiché à 200 000. Ouais. Avec, tu sais, comme d'habitude, ce fameux non, mais il n'y a pas de négociation possible. Et on calcule ensemble, on voit les chiffres, et on se rend compte qu'il faut quand même le négocier à 175 pour être sûr que le projet soit rentable. Parce que c'est un projet qu'on va faire en deux parties. Ouais. Une partie non propre, une partie qu'on va revendre à une SCI pour faire les travaux en 2 temps, 2 acquisitions en 2 temps, etc. Un montage financier qu'on a bien étudié ensemble, et donc là, ils vont faire. 4 appartements d'un côté, 3 appartements de l'autre, donc au final ils vont se faire presque 10 lots là-dedans, rentabilité assez folle, et ils sortent au bout du compte, ils sont à presque 1500 € de cash flow, je crois, sur ce bien-là. C'est propre. Hein. C'est propre. Et une création de 500, 600 000 € de patrimoine. Ouais. En, Extrêmement bien placé. Un projet divisé en 2 temps, quoi. C'est ça, parce que du coup on n'est pas très loin de Grenoble, on est sur les axes, on est desservi par le train, on est dans le centre d'une super ville, donc projet rentable, il faut une plus-value de folie dès l'achat, Ouais. et puis il y a tout ce contexte, un peu panneau solaire, etc., qu'on va exploiter. Mais très beau projet, donc effectivement 2 projets en un au final, parce Ouais. qu'en fait ils ne peuvent pas faire toute la rénovation aujourd'hui, donc on a étalé un petit peu le projet sur plusieurs temps, ce qui est 100% ok, 100% faisable, et donc là ils ont des travaux pour quelques mois là. Et ça va être passionnant. Donc très beau projet, ouais. Mais donc il y a de plus en plus cette situation de je prépare un, j'en fais deux, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est toujours une question de croyance dans le marché. Là, aujourd'hui, on est sur une phase où les gens ont peur. Les gens ont peur, ils ont vu les taux d'intérêt baisser, ils ont vu, donc ça les a rassurés temporairement, mais de l'autre côté, il y a eu le phénomène où il y a plein de remises en question sur certaines lois sur la fiscalité, l'achat-revente de résidence principale qui pourrait ne plus être exonéré d'impôts si on ne garde pas au moins 5 ans. Il y a plusieurs lois comme ça qui sont un peu en pourparlers. Et en fait, ça crée un peu un brouillard et les gens ne perçoivent pas ça comme il le faudrait, je pense. Ouais. Justement, les moments où tu as de la crainte, où tu as de la peur, et tu vois, c'est d'autant plus le cas sur les marchés boursiers, tu vois, dès que tu as de la crainte et de la peur, bah, souvent c'est là que tu as les meilleures opportunités d'achat. Et en fait, ça fonctionne de la même façon dans l'immobilier, sauf que on ne le voit pas directement parce que c'est un peu plus long l'immobilier, ça prend un peu plus de temps. Parce qu'entre le moment où tu trouves un truc et au moment où tu as les clés, il se passe 6 mois. Donc entre la nouvelle et la baisse effective sur le marché, il se passe toujours un temps. Donc en fait, les gens, ils sont toujours en décalé. Ils ont l'impression, tu vois, qu'il y a eu le Covid et que les prix ont explosé. Non, mais en fait, les prix, ils avaient déjà explosé avant. C'est le fait qu'il y ait plus de gens qui voient l'opportunité qui a donné l'impression que le marché
explosé après Covid. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où les gens sont en décalé parce que ils réagissent aux informations. Ouais, c'est ça. Ils sont dans la réaction. Tiens, il y a cette nouveauté, ben, je vais avoir peur et je vais temporiser. Mais alors que c'est le moment où justement Mais c'est il ça. faut y aller, Mais de quoi. toute façon, dès que l'information est un peu publique, moi, c'est un peu mon. Comment dire, c'est mon red flag un peu. Ouais. Dès que si j'en entends parler de manière publique, c'est que c'est pas le moment. Par exemple, tout ce qui est location atypique, etc., tiny house, tu sais, c'est un peu la mode de maintenant. Je trouve que moi, c'est mon, comment dire, ça me déclenche ce truc de non. Et c'est trop partout, tout le monde en parle trop. C'est que pour moi, il y a mode, là on est au pic, et je me lancerai pas là-dessus maintenant. Tu vois. Je me lancerai dessus plus tard. Quand les gens qui auront fait des tiny house pas rentables vont devoir les vendre parce qu'ils se seront mis dans la merde, moi je vais les racheter à prix réduit et pourquoi pas lancer un truc à ce moment-là. Tu vois, moi je le vois plutôt sur un différé de 3-5 ans. Tu vois. Mais comme les marchés intéressants, moi qui investis pas mal, après Covid en 2020, tu mettais un peu d'argent SP500 sur les 500 plus grosses entreprises américaines, donc on va dire l'indice le plus solide. Là aujourd'hui, tu es en plus de x3, je crois. Donc et à ce moment-là, personne ne voulait investir, tu vois, tout le monde avait peur. Et c'est maintenant qu'on est sur les plus hauts que les gens disent ah ouais, intéressant, il faut y aller, etc. Donc non, c'est sûr. Pareil, t'as jamais entendu autant parler de crypto-monnaie que quand le bitcoin il a dépassé les 93 là, Bah, bien sûr. 93 000 dollars. Ouais. Sauf que moi, du coup, moi j'ai investi dessus quand il était à 8000, quoi. Ouais. Personne n'en parlait, quand tout le monde était. Parce que c'est là que c'était intéressant, tu vois. Ouais. Et ça, il faut le sentir. Mais comme l'immobilier aujourd'hui, et je pense que c'est, du coup, si on étend la réflexion à l'immobilier aujourd'hui, là c'est le moment, quoi. Putain, mais là. C'est le meilleur moment. Mais après, ça, je me tue, j'arrête pas de le dire. Mais qu'est-ce Ouais. que. Et en fait, moi, je suis un peu frustré par rapport à ça, parce que là, on est dans une phase de développement tellement importante sur Imo Evolution, etc. On est en train de tout structurer, ça monte fort, qu'en fait, j'ai un peu moins de temps sur l'immobilier. Alors que là, tout ce que j'ai envie de faire, c'est claquer 3 immeubles dans les prochains mois, quoi. Bah, c'est un peu frustrant, ouais. C'est très chiant. Moi, en janvier, je repars parce que là, je tiens plus là. Là, déjà, Moi, je finis le projet, après, ouais, déjà, je il y en a fonce. un à finir, et puis ensuite. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est le meilleur moment. Justement, les gens ont peur. Donc, il n'y a encore pas beaucoup d'acheteurs. Le marché est en train de se redynamiser dans certains coins. Je ne dis pas que partout en France, c'est le cas, mais voilà, les taux baissent, les taux vont continuer à baisser. On sait qu'en 2025, la situation devrait se débloquer un petit peu. Et surtout, Voilà, c'est maintenant, quoi. un truc que les gens ignorent, c'est qu'en 2023, les banques, elles ont pris des grosses amendes parce qu'elles n'avaient pas octroyé suffisamment de prêts immobiliers. Donc en 2024, il y a une volonté d'octroyer des prêts immobiliers. Et il y a deux phénomènes qui se passent. En fin d'année, les banques qui n'ont pas encore rempli leur ratio, ben, délivrent vite quelques derniers crédits pour remplir les quotas et pas se faire avoir comme en 2023. Et il y en a certains qui ont déjà rempli leur quota, et donc ce sera plus compliqué sur certaines banques que sur d'autres d'aller chercher du financement. Et en 2025, début d'année, ça c'est universel à toutes les banques, elles réouvrent les compteurs, nouveau budget, nouvelle année. Et début 2025, c'est un moment Avec super un peu smart plus, pour Ouais. super smart pour avoir des bonnes opportunités liées à la fin d'année, la période qui fait un peu peur, et début d'année obtenir son financement en suivant. Ouais, plus normalement baisse des taux, etc. Et là, ce que je dis, c'est vachement intéressant parce que j'étais au téléphone avec. Enfin, au téléphone, j'étais en visio, en coaching avec Emeric hier, tu sais. Ouais. Et c'est marrant parce qu'Emeric, donc, très bonne situation, etc. Au début, il fait une banque, deux banques, et les deux premières banques lui disent ah non, non, monsieur, on ne fait pas de 110%. La première lui demandait 15 000 euros d'apport et la deuxième lui demandait 12 700, un truc comme ça à peu près. Sur un projet à combien au total? Sur un projet, il est sur un projet à 140, Ok. comme ça. 140 000 euros. Petit projet, 140, 150. Petit projet, il va pas emprunter des milliers d'essence, c'est son premier projet. Première colocation pour générer ses premiers revenus, etc. Mais à côté, il a une situation CDI, donc tu vois, tu ne demandes pas des sommes folles. Donc c'est pour ça moi je l'ai poussé en tout cas sur du 110, quoi. Je lui ai dit non, non, mais vu ta situation, il faut du 110. Il avait du mal à conceptualiser, d'autant plus quand les premiers retours c'était faut mettre 12-15. Et hier on s'appelle, et il était presque embêté, il me dit ouais, bon j'ai eu un 110%. Je lui dis mais t'as pas l'air content, il me dit ah mais je sais pas. Au final il a eu un 110%, il lui demande de mettre des frais de garantie, donc à hauteur de 4000 Ouais. à peu près, 110%, il a un taux à 3,5, je le dis maintenant parce que c'est intéressant d'avoir un retour du marché actuel, 3,5, et les Irans on est en train de voir pour les faire sauter. On voit le 110% se fait même dans des contextes qui ne sont pas optimales, ça fonctionne à fond, et puis ça se négocie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la même banque, il a vu le directeur, ça c'est fou, il a vu le directeur. Le directeur lui dit, on ne fait pas de 110%. Ok, il poursuit les échanges avec eux, le directeur l'envoie à une collègue, en lui disant, voilà, on s'est rencontrés, c'est super, mais c'est ma collègue qui va prendre en charge le dossier, s'il y a quoi que ce soit,
je pourrais vous faire un retour, il n'y a pas de problème. Il passe avec la collègue qui est beaucoup plus du coup sur la partie immobilière, donc c'est un peu la spécialité, qui lui dit dans la même banque, même agence, ah si, 110% je peux vous le faire. 110% ça fonctionne. Non, mais les gens ils ne croient pas qu'on Mais oui. arrive à emprunter sans mettre d'apport. Quand on parle de 3 à 4 000 euros, on ne parle pas de mettre de l'apport sur un projet, c'est les frais de garantie en fait. C'est pas les frais de notaire, c'est pas les frais d'agence, c'est juste les frais de garantie, les frais de cautionnement. Et donc, on en a plein d'exemples. On a Loïc qui met moins de 2 000 euros sur son projet. Ouais. On a Amandine qui met moins de 5 000 euros sur. Elle met 3 000 et quelques sur son projet. J'ai qui d'autre en tête? J'ai Thibaut. Thibaut, il a un projet à combien? Quasiment 300 000 euros. Il met 5 000 euros d'apport sur son projet. Moi j'ai Il mis pose 2 000 5 000. euros. Toi, tu as mis 2 000 euros sur ton Plus dans ce projet à jeu-là, 250. Mais en fait, des exemples comme ça, je pourrais en donner 15, quoi. Ouais. Mais là, des 3 derniers mois. Ouais, parce que ça fonctionne et que si tu écoutes BFM TV, que si tu écoutes tout ça, bah évidemment, J'en voilà, ai peur. c'est difficile. Mais dans les faits, dans le factuel, ça fonctionne, ça existe quoi. Mais je pensais intéressant de le rappeler. Ouais, très bon. D'ailleurs, si vous aimez les conseils qu'on fournit dans ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à poser vos questions en commentaire pour qu'on puisse y répondre. Je te ferai une petite sélection au fur et à mesure des différentes questions. Ouais. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez les 5 étoiles, partagez ce podcast à fond. On espère qu'on vous aide, que ces conseils aussi vous sont précieux. On a pas mal de retours en privé, comme d'habitude toujours, qui nous disent que c'est super, qu'ils apprennent plein de choses et que ça leur permet d'avancer aussi, en plus des apéros IMO qu'on fait bien sûr en physique. Donc n'hésitez pas à nous dire ça aussi dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir de savoir ça. Et si jamais vous voulez participer à l'un de nos apéros IMO en physique, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site www.imoevolution.com, partie apéro. Et si on passe dans votre ville, inscrivez-vous, vous serez rappelé par un membre de l'équipe de Martin sous 48 heures pour valider votre inscription et on se verra peut-être sur place à ce moment-là. Et d'ailleurs, les prochaines dates? Pas de date, prochains événements à peu près? Prochains événements, on a Rennes, mais quand le podcast va sortir, Ouais. est-ce qu'on l'aura déjà fait ou Ouais, pas, ça je sera sais passé, plus. je pense. Donc on a eu Rennes et je pense qu'on va reprendre les apéros IMO en début d'année, là en janvier. Ouais. Toulouse, Bayonne, Rennes, Nantes. On va bouger un petit peu, ouais. Ouais, pour vous faire démarrer votre année dans les meilleures conditions. Venez nous voir à la rentrée en janvier. On se rencontre pour de vrai. Ok, point de marché, ça me va, taux, direction, tout ce qui est fiscalité, j'ai pas spécialement envie de l'aborder cette semaine parce que c'est encore très flou, donc voilà. De toute façon, ouais, il y a des trucs qui sont. Il y a des amendements, c'est comme ça qu'on appelle, Ouais. qui sont acceptés, mais. Qui sont acceptés d'être étudiés, mais pas encore validés. Donc pour l'instant, c'est compliqué de prendre position. Ouais, on c'est doit un, petit attendre. peu, c'est un petit peu flou. Mais d'ailleurs, moi je pense que j'ai une prédiction sur le marché locatif courte durée. Oula, Tu me dis ce que tu en penses, parce que Vas-y. moi je ne l'ai jamais fait. Donc c'est plutôt toi qui vas me dire. Mais j'ai l'impression que le marché courte durée, tu sais, les investisseurs, c'est toujours des gens qui trouvent des solutions. Tu leur poses un problème, ils trouvent une solution. C'est jamais la location courte durée, on voit bien que là c'est compliqué. Les abattements sont réduits, tu peux quasiment plus en faire nulle part. Dans les grandes villes, c'est bloqué, c'est coincé. Et donc, j'ai l'impression que la nouvelle stratégie, c'est ce que je vois un peu à Biarritz, mais moi je mets un pari sur le fait que, allez, dans 3 à 6 mois, on commence à avoir des formations qui sortent là-dessus, sur une stratégie hybride, courte durée, moyenne durée. Parce qu'en cours de cassation, j'ai vu un, comment ça s'appelle tu sais, un truc de loi qui, je retrouverai le nom, mais ça a été en justice, ça a été accordé, le fait que de mettre de la courte durée et de la moyenne durée, c'était pas de la courte durée. Et du coup, tu pouvais faire les 120 jours de location courte durée, le reste en moyenne durée, style population, je sais pas, de cadre qui vient 2-3 mois sur place, rebasculer courte durée. En moyenne durée? C'est pas plutôt location étudiante septembre-juin? Non, c'est moyenne durée, alors je sais pas trop comment il l'a défini. Sur la côte basque, en fait, la loi de compensation, elle te permet de louer. Elle t'interdit de faire de la location courte durée si tu achètes un appartement et que tu mets que en Airbnb. Oui. Tu as le droit de le faire si et seulement si tu achètes un local commercial une surface équivalente, que tu transformes en habitable et que tu le loues à l'année. Comme ça, tu voles pas des mètres carrés habitables. Et Jurisprudence, voilà, c'est ça. ouais, ok. Et donc en fait, tu as une autre petite bifurcation de la loi qui te dit que tu as quand même le droit de faire du Airbnb dans la limite de 120 jours par an, à la condition que de septembre à juin, tu loges des étudiants. Avec des loyers plutôt plafonnés. Ah, c'est marrant, moi j'ai vu très récemment, enfin pour moi en tout cas très récemment, il faudrait qu'on vérifie d'ailleurs, tu mets le doute, mais pour moi très récemment ça avait été interdit ça. Alors peut-être pas le côté étudiant, mais le fait de louer de septembre à juin, je crois qu'à Biarritz c'est passé stop quoi. Parce que ça met un bazar pas possible, c'est enfer pour les gens qui veulent se loger ici. Ouais, mais j'ai regardé il y a 3 jours. Hein. Ah ouais? J'ai une pote à moi Ok.
qui m'a pas écouté, qui a acheté un appartement à Biarritz. Elle a acheté sa résidence principale à Biarritz en me disant oui, demain si je pars, comme ça je peux aussi le louer. Elle est partie en Australie, elle a mis son appartement en location à l'année. Bah ouais. Et il y a quelques semaines, là, il y a une histoire de plafonnement, en novembre, il y a une histoire de plafonnement des loyers qui a été établie sur la côte basque. Bah voilà. Et donc elle mettait, je crois, 850 euros par mois, et là, pouf, elle se retrouve à devoir louer 650. Mais t'imagines Oui. 850, 650. Et c'est un projet qu'elle a acheté, je crois que ça lui a coûté 300 000 euros. Ouais. Donc 300 000 euros empruntés sur 20 ans, je te fais le calcul de tête, ça fait 600 x 3, 1008. Tu as 1008 de crédit, tu loues 850 et tu te retrouves à devoir passer ton loyer à 650. Ouais, bah du coup, tes calculs, ils sont pas bons, quoi. Bah, les calculs sont pas bons, Kevin. Et du coup, elle me demande est-ce qu'on peut faire des locations courte durée? Est-ce que tu peux m'aider à mettre en place le système? Bah Du ouais, coup, mais seulement si tu mets un étudiant le reste de l'année. Quoi. Ouais, mais sinon, il y a ce truc un peu moyenne durée qui fonctionne. En jurisprudence, c'est passé. Ok. Ça a été accordé de dire que non, c'était pas une location courte durée parce que c'était sur plusieurs mois et que à partir de plusieurs mois, j'ai pas le chiffre précis, mais c'était plus de la courte durée, c'était une location moyenne durée. Et donc, je suis sûr qu'on va voir des trucs un peu hybrides comme ça sortir dans les 3-6 mois Ouais, c'est parce que là, c'est la mort de la courte durée, quoi. Ça commence à devenir impossible. Ouais. Là, ça commence à se durcir, c'est clair. Là, ça commence à se durcir. Sauf si tu es dans des secteurs, encore une fois, qui ne sont pas les grands centres-villes. Mais études de marché, enfin tout ce qu'on a déjà dit, quoi. Ok. Eh ben écoute, on verra bien si je suis dedans. Pardon. On prend les paris. Ouais, on prend les paris. Et je pense que ça va se faire. J'ai trouvé un petit quiz immobilier. Un quiz? Un petit quiz. Ok. Je vais te faire un petit quiz immobilier. C'est marrant parce que tu sais, c'est pareil, c'est un quiz qui est très orienté résidence principale, etc. Donc c'est marrant d'avoir un retour plutôt du côté invest. Et tu vas pouvoir me dire un petit peu ce que tu en penses. Alors c'est un petit quiz très rapide. Je te pose des questions une par une et on va tester tes connaissances. Voir si tu es un vrai professionnel de l'immobilier. Il y a un diplôme à la fin ou il y a quelque Il chose? y a peut-être une petite certification, je te dirai ça. Attention, première Ok. question. Quelle est la durée maximum d'un prêt immobilier? 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans? 25, mais je dirais même que ça peut aller jusqu'à 28. Il n'y a pas la case 28. Ouais. Je peux pas aller jusque-là. Parce que tu peux emprunter sur 25 ans plus 3 ans de différé. Ouais. Souvent, quand c'est sur 25 ans, ce sera 3 ans de différé partiel, mais ça peut être 3 ans de différé totaux aussi. Ouais, Donc ça peut aller jusqu'à 28 ans. carrément. Ouais. Et encore, si tu te fais refinancer, etc., au fur et à mesure du temps, ça peut même s'étendre jusqu'à. Jusqu'à 30, 31, 3 ans de plus, je crois. Bon, après, il y a différents contrats, mais tu peux rallonger, je crois, de 3 ans ou de 5 ans en plus ton crédit. Et du coup, quel est l'intérêt, par exemple, d'avoir un crédit plus long? Ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais pourquoi est-ce que souvent dans l'investissement, on dit qu'il faut aller chercher le plus long crédit possible? Ouais, en fait, c'est un point que les gens analysent difficilement, parce que, et c'est complètement compréhensible, parce que si tu compares ça à l'achat de ta résidence principale, bah oui, quand tu empruntes 100 000 euros sur 20 ans à 4%, et ben, à la fin du compte, tu as remboursé 130 ou 140 000 euros, alors que tu as emprunté 100 000. Donc en fait, par rapport à ça, effectivement, se dire je vais emprunter sur des durées plus longues, ça va me coûter plus d'intérêt. Sur l'achat d'une résidence principale, ça fait moins sens que sur le locatif. Ouais, tout à fait. Mais en fait, sur le locatif, moi, j'en ai rien à faire d'emprunter à 3% ou à 5% quand j'ai un immeuble à 12% de rendement par an. J'en ai rien à faire. Ça change quasiment rien. Que je rembourse sur mon immeuble 1400 euros ou 1500 euros parce qu'on passe d'un taux à 3,5 ou à 4, mais ça change rien à ma vie. Par contre, emprunter de 20 ans à 25 ans, ça diminue ma mensualité peut-être de 200 ou 250 euros par mois. Donc le cash flow est plus important parce que l'argent d'aujourd'hui a plus de valeur que l'argent de demain. Donc les 250 euros d'économie de mensualité que je fais ont plus de valeur que 100 euros, plus 100 euros, plus 100 euros qui, au bout de 10 ans ou 15 ans, font une somme importante. Carrément. Donc en fait, c'est ça, c'est aujourd'hui, l'argent a plus de valeur parce que le cash flow que j'ai aujourd'hui me permet, s'il est bien, si j'ai un bon money management, ça me permet d'utiliser ces ressources pour constituer un apport pour faire le projet d'après, constituer simplement des revenus supplémentaires pour montrer aux banquiers que j'ai des projets qui tournent et que je vais pouvoir lever plus de dettes. Mais
pour moi, c'est le dernier truc que je négocie à la banque. Mais d'ailleurs, cas super concret, hier j'étais avec Emric. Emric qui lui pensait négocier le taux, etc. Je dis mais non Emric, regarde, entre un taux à 3,5 et un taux à 3,7 sur ton projet, on a calculé la différence. Je dis une différence de 16 euros. Je dis moi je m'en fous que tu empruntes à 3,5, à 3,7, à 3,9. C'est pas ça l'important. Ouais. Par contre, négocier le vraiment sans apport, parce que j'ai quand même envie de négocier les IRA et les frais de dossier. Je dis moi tu récupères du cash aujourd'hui, l'argent d'aujourd'hui plus important que l'argent de demain. Tu mets dans d'autres projets, tu pars sur un autre projet et t'enchaînes quoi. Regarde, on va juste arrondir la somme donc tu as dit 16 euros, on va dire que ça fait 200 euros par an. 200 euros par an, on va dire qu'en moyenne, le français moyen garde son bien 7 ans. L'investisseur, voilà, entre 5 et 10 ans. Mettons même sur 10 ans. 200 euros par an sur 10 ans, tu as fait une économie de 2000 euros. Mais ça versus, au lieu de mettre 12 000 euros d'apport, bah, je mets que 2000. Exactement. Mais putain, le calcul il se T'as fait. gagné 10 000 balles. Bah ouais. Donc t'as fait 8 000 euros de plus que du coup si t'avais négocié ton taux. Ouais. Mais c'est ça parce que du coup. Et cash is king. Et c'est de l'argent de maintenant. Parce que les 8 000 euros d'économie que je fais maintenant, dans 10 ans, ces 8 000 euros, bien investis. S'ils sont pas investis, ils en valent plus que 4. S'ils sont bien investis, ils en valent 30, tu vois. C'est clair. Putain, c'est fou. Mais les gens, ils ont pas ce. Et en plus, c'est ce que je dis à Emric hier, quand je lui ai dit ça, il m'a fait rire, il m'a dit ouais, t'as bien bossé ton inflation. Ah ouais, parce que l'investissement, c'est aussi, même quand on est dans l'immobilier, c'est pas que l'immobilier, c'est aussi, il faut avoir une vision plus globale. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Et d'ailleurs, l'élection de Trump, j'écoutais quelqu'un qui en parlait, qui disait que pour l'immobilier, a priori, ce serait une très bonne chose. Parce que Trump, lui, en fait, il a fait sa fortune sur de la dette. Ouais. Donc lui, son intérêt personnel, c'est que les taux soient faibles. Donc, lui, son intérêt, c'est de rebooster l'économie, faire baisser le chômage, mettre la pression sur la Fed pour baisser les taux beaucoup plus rapidement. La BCE va forcément s'aligner, donc voilà. Normalement, ça devrait aller dans le bon sens pour l'immobilier en tout cas. Le reste, après. Est-ce que tu partages ce point de vue que j'ai que en tout temps, c'est intéressant d'investir dans l'immobilier? Ouais. En fait, mais en tout temps, c'est intéressant d'investir tout court. Le meilleur moment, c'était hier pour investir. C'est toujours ça. En fait, les gens souvent le font par rapport au taux d'intérêt qui monte, qui baisse. Ouais. Je vais vous montrer pourquoi dans les deux cas, c'est intéressant de le faire. Si tu as les taux d'intérêt qui sont à la hausse, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a de l'inflation. Ça veut dire qu'il y a de l'inflation, le coût de la vie augmente de mois en mois et il y a une volonté des banques de réduire les investissements. Sauf que quand tu te positionnes dans une période où les taux sont en hausse, ben, tes loyers, tu les fais suivre l'inflation. Tes loyers, ils augmentent. Moi, j'ai augmenté mes loyers en 2022-2023 parce qu'il y avait de l'inflation et donc forcément, les loyers augmentent. Quand les taux d'intérêt sont à la baisse, c'est le phénomène inverse qui se passe. C'est un moment intéressant de se positionner à l'achat parce que même si les taux ne sont pas encore bas, si on fait une bonne affaire avec un taux à 4%, demain on négocie quand il est à 3% et ça devient une excellente affaire si elle était déjà bonne et on a moins de concurrence à l'achat. En tout temps, pour moi, c'est intéressant de se positionner dans l'immobilier. Tout le temps, mais même pas que ça, dans l'investissement tout court. Il faut toujours s'y mettre maintenant. J'écoutais un autre investisseur ce matin qui disait celui qui a commencé il y a 10 ans en faisant des erreurs versus celui qui a commencé maintenant en faisant pas d'erreurs, c'est celui qui a commencé il y a 10 ans en faisant des erreurs qui a gagné. Parce que le but, c'est pas de faire les choses parfaitement. C'est pas de. Voilà, tu peux pas démarrer avec tout de suite la bonne stratégie, les bons process, la bonne méthode, la bonne vision. Tu peux pas, mais comme dans n'importe quel business. Tout vient au fur et à mesure du temps. Mais il faut commencer et il n'y a pas de mauvais moment. Et par rapport à ce que tu dis, il y a l'inflation, mais il y a aussi, c'est un marché, offre et demande. Quand les taux montent, l'offre parfois reste similaire parce qu'il y a des gens aussi qui ont besoin d'argent, qui déménagent, qui ont des impératifs. Par contre, la demande en face, quand les taux montent, elle est beaucoup plus faible. Donc toi, quand tu arrives dans une période comme ça, et moi je l'ai vu, j'ai acheté un immeuble quand les taux étaient à 4,5, j'ai acheté un appart quand les taux étaient à 3,8, j'étais tout seul quoi. Moi j'arrivais, c'était, tu sais, t'as l'impression d'être un gamin à Disneyland quoi. C'est genre, putain, quelle attraction je fais quoi. Est-ce que je vais à Space Mountain? Est-ce que je fais le truc de Buzz l'éclair? Il n'y avait personne. Moi j'arrivais et tout, je faisais des offres, c'est passé. Du moins 30% c'est passé, faire du 15% c'est passé, parce qu'il n'y a personne. Et à l'inverse, quand les taux baissent, ça redynamise le marché. Donc tu as aussi beaucoup plus de vendeurs, parce que tu as tous ceux qui ont attendu, qui ne voulaient pas vendre quand les taux étaient hauts, parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir beaucoup de négociations, qui vendent quand les taux sont plus bas. Donc là, tu as arrivée de marché en trombe, tu as plein d'acheteurs, c'est hyper dynamique, et quand c'est hyper dynamique, c'est positif. Donc c'est ça que je dis toujours, c'est positif et c'est positif. Et dans tous les cas, il faut investir. Parce que quand tu investis, évidemment, acheter sa RP, on reprend le même exemple, acheter sa RP quand les taux montent, très mauvaise idée.
Ouais. Parce que du coup, là, tu vas payer une fortune ton crédit. Donc, autant attendre les taux bas. Mais quand tu investis, tu t'en fiches. Et quand les taux montent en plus, il n'est pas impossible que la valeur sur du court terme, 2 ans, 2 ans, ton bien il fasse un petit moins 5, moins 10% quand C'est les taux ça. sont en hausse. Donc effectivement, achat-revente en période de hausse de taux, Bah, c'est de toute peut-être façon, pas le plus intéressant, quoi. investir, c'est la vie, hein. Deuxième question. Ça va être très long si on Ah passe ouais. 15 minutes par question. On a débordé, ouais. Entre la signature du compromis de vente et celle de l'acte authentique chez le notaire, il s'écoule généralement un délai de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. 3 mois, 90 jours, et certains acheteurs pressés vont demander 45 jours. Ou certains comme moi vont plutôt faire 4 mois parce que la banque est à la bourre Ouais. et que t'as pas les papiers à temps. Mais à ce moment-là, c'est pas convenu dès le départ, c'est ce qu'on appelle un avenant. En gros, tu as une date de signature du compromis. Quand tu vas chez le notaire, tu signes 2 fois. Tu signes chez le compromis et tu signes l'acte final 1, 2, 3 mois après. Et en fait, si aux alentours de l'acte final, tu es en voie d'avoir obtenu ton crédit, mais ça a pris un peu de retard, bah en fait, c'est d'usage, c'est souvent courant, de demander au vendeur un avenant, donc de décaler de la date peut-être de 1 mois, 2 mois, le temps de finaliser les démarches bancaires, parce qu'en fait, pour le vendeur, ça lui coûtera moins de temps de décaler de 1 ou 2 mois, plutôt que de vous éjecter de la vente et de repartir à zéro, repartir dans les visites, devoir passer 1 ou 2 mois à trouver un acheteur, et ensuite à nouveau 3 mois entre le compromis et l'acte final. Donc c'est courant que les ventes traînent un petit peu. Oui, oui. Moi, ça a rarement duré 3 mois mes projets. Parce que comme je fais 50 trucs en même temps, je prends souvent du retard sur les demandes de financement. C'est catastrophique. Le premier, le notaire, il a mis 5 mois à nous faire un compromis. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai passé 5 mois comme ça. Ça, des fois, c'est l'organisme de caution qui refuse le crédit, donc ça passe en hypothèque. Et puis, selon le dossier, et aujourd'hui, moi, c'est mon cas à chaque fois, c'est envoyé, tu sais, en commission régionale là, pour l'analyse du dossier. C'est fou ça quand tu es entrepreneur, pour vérifier la solidité de l'entreprise, etc., savoir s'ils peuvent te financer sur cette base. Donc, ouais, ça prend toujours plus de temps, quoi. Moi, j'ai aussi fait demande de financement plein mois d'août. Ça, c'est génial, ça. Sympa. C'est super. Tu sais, t'as le pauvre alternant qui est au guichet, qui sait jamais rien. Du coup, bon, bah voilà, tu perds un mois, mais ça arrive. Ok, celle-là, elle est intéressante. Quel taux d'endettement est-il préférable de ne pas dépasser pour pouvoir contracter un crédit immobilier? 20, 30, mais les normes HCSF imposent aux banques maximum 35, 37, mais les normes HCSF imposent aux banques maximum 40, 40. Le français moyen, l'investisseur moyen, je dirais 30, avec, avec possibilité d'aller jusqu'à 35. Mais l'investisseur gagnant qui a compris comment enchaîner, c'est une histoire d'endettement, il n'existe pas. J'ai réussi à emprunter pratiquement 1 million d'euros à la banque en gagnant moins de 2000 euros par mois en étant salarié menuisier. Ouais. C'est l'histoire d'endettement, pour moi, il n'existe pas d'investisseurs bloqués par les banques. Il n'existe que des investisseurs qui n'ont pas les solutions. Et les solutions, c'est revendre certains des biens. Si on a fait un projet à 5%, ben, c'est de modifier ce projet, soit pour augmenter la rentabilité, soit parfois couper une branche pour que le tronc pousse plus vite. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire, mais ça fait mal. C'est pas une décision facile à prendre. C'est s'associer avec d'autres personnes, c'est revoir les projets parce que c'est réétaler les financements, refaire. Il y a plein de trucs à faire sur un projet pour le re-rentabiliser. Et d'ailleurs, norme HCSF, tu peux expliquer rapidement ce que c'est peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait conscients de Ouais. qu'est-ce que c'est, pourquoi, quel lien avec la banque, Alors, HCSF, Haut Conseil de stabilité financière. Stabilité financière. En fait, c'est une institution qui impose des réglementations bancaires aux banques. En fait, aujourd'hui, le HCSF, ils imposent une durée maximum d'emprunt aux banques. Ils imposent des taux d'intérêt, c'est eux qui imposent également un taux d'usure qui a été assez problématique pendant en 2023 pendant la hausse des taux, parce que ça a augmenté moins vite que les taux n'augmentaient eux-mêmes. Et en fait, ils fixent un cadre, et ils fixent aussi un cadre qui explique que les banques ont le droit d'octroyer des conditions différentes aux normes HCSF pour 20% de leurs clients. Pour 20% des financements qu'ils proposent. Et en fait, meilleur dossier, c'est comme ça qu'ils le disent. des meilleurs dossiers, bien sûr. Donc en fait, le HCSF, c'est un organisme qui est là pour brider, pour contraindre les banques à rester un peu dans le moule et pas à faire ce qu'elles veulent pour pas qu'on se retrouve comme en 2008
aux États-Unis avec des taux variables par exemple sur trop de financement et un marché de l'immobilier qui s'effondre. Et, euh, et les banquiers aiment bien vous jeter ça à la gueule parce que pour eux c'est très simple de reporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre plutôt que de vous dire en front, bah non, je ne veux pas t'octroyer les meilleures conditions. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux de vous envoyer vers maintenant c'est les normes HTSF plutôt que vers bah non, j'ai pas envie de le faire. Donc on se retrouve souvent dans des cas comme tu l'as expliqué pour Emmerich avec le directeur qui dit non, c'est pas possible. Et derrière, Et la conseillère qui la dit, conseillère ah de oui. l'agence, bah ah ouais, mais moi j'ai pas encore rempli mes quotas ce mois-ci, Ouais, c'est bah ça, ouais, je vais c'est pouvoir ça. le faire. Après, ouais, c'est pas que pour l'immobilier, mais c'est vrai que voilà, ça régule un petit peu. Mais c'était pour celles et ceux qui ne savaient pas. Ouais, Ok. c'est dans quoi d'autre que l'immobilier, je connais pas le La reste. stabilité financière, donc tout ce qui va être Ok. finance. C'est toutes les finances au global, finances de marché. C'est un espèce de rôle un peu fusion aussi avec l'AMF, qui est autorité des marchés financiers, qui s'occupe de réguler un peu tous les comportements, les acteurs, etc. Ouais. Voilà. C'est des organismes qui gèrent tout ça. Et d'ailleurs, pas mal de banquiers, souvent, ne sont même pas au courant des normes HTSF et te sortent des fausses informations. Comme la prise en compte des loyers, aujourd'hui, les loyers actuels, normes HTSF, obligent les banques à prendre en compte 90% des loyers réels, c'est-à-dire qui existent, quoi, bail, versé, tu vois. Mais tu as des banquiers qui, c'est normal, tu peux pas tout savoir, tu vois, mais qui arrivent et qui te disent ah non, moi c'est 70%. Sauf que toi t'arrives, tu dis non, non, regarde, t'es obligé, coco. Parce qu'après, bon, il peut mal le prendre, que tu lui apprennes son métier, mais c'est norme HTSF, quoi. Donc ils doivent le respecter. Ok, intéressant. Celle-là, elle est intéressante aussi. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de. En ce moment, je le vois de plus en plus et ça me prend la tête parfois parce que je sais pas si tu vois cette mode qui émerge là depuis un. Franchement, je dirais un an. Où maintenant, quand tu vas demander un crédit à la banque, t'as l'impression, tu sais, que c'est un peu comme dans Dragon Ball, tu sais, quand ils fusionnent. Mmh. T'as 5 crédits différents. T'as un bout de PTZ, après t'as un bout de taux spécial jeune de la banque, après t'as un taux classique, après ensuite ils te mettent un in fine, après ton crédit aujourd'hui, avant tu demandais un crédit, c'était oui voilà, un crédit, 3,8, 25 ans, telle mensualité. C'était simple. Ouais. Là, j'ai des clients qui arrivent, ils me mettent 3 crédits différents, ils me disent on me propose ça, est-ce que c'est bien? C'est une prise de tête pas possible. Et donc c'est un peu cette question-là aussi. Je peux bénéficier d'un prêt à taux zéro. Après, tu me diras ton ressenti par rapport à ça. Si je fais l'acquisition d'un logement neuf, ancien sans travaux, ancien avec travaux ou terrain. Les fameux PTZ. Alors, pour moi, le terrain, non. Prêt à taux zéro, non, pas pour le terrain. Je dirais que c'est possible dans les autres cas. Tu peux acheter pour du neuf avec un prêt à taux zéro, ça fonctionne. Je l'ai déjà vu plein de fois dans de la rénovation également. Mais souvent, c'est pour de la résidence principale, il y a quelques normes. Et tu m'en as donné un troisième Alors, aussi. ancien sans travaux, ancien avec travaux. Ouais, les deux, ça fonctionne. Bah, en fait, les trois premiers, sauf le terrain. Ok. Et ouais, du coup, après, En tout cas, j'ai pas vu pour le terrain. Après, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce qu'ils disent dans ton quiz? bah, je sais pas, en fait, j'ai la réponse à la fin. Ah, ok. Du coup, je peux pas te dire maintenant. Mais c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup dans le neuf. Alors après, il y a de l'ancien qui peut être considéré en neuf quand tu refais des fondations, des choses comme ça. Pour moi, ça se fait beaucoup dans le neuf, ça se fait beaucoup sur de l'ARP, et puis c'est quasiment tout, quoi. Donc Ouais. du coup, ancien avec et sans travaux, bah oui, si c'est de l'ARP, pour moi c'est ok. Par contre, locatif, Bah, Eco PTZ. oui, il y a ça aussi. Mais tu vois, c'est ça qui me... C'est trop, il y a trop de trucs. Ouais. Éco PTZ, PTZ, crédit normal, crédit infini. Et l'Eco PTZ, on en a sur du LMNP, sur des clients. Clarisse, elle va faire ça sur sa coloc, Ah ouais? en partie. Mais elle l'a fait en RP, sa coloc ou pas? Non. Non? Ok. Je sais même... En fait, parce que moi, je sais même pas ce que j'ai signé en juin. Je sais pas trop ce que j'ai signé. moi, je demande juste, ça me coûte combien? Tu sais. Je vais gagner combien? Ok, c'est bon. C'est quoi les conditions à la fin? Allez, c'est bon, on signe. Je me fous de savoir dans quel format tu me le fais. Moi, si ça me convient, c'est bon, quoi. Non, ça commence à devenir compliqué, hein. Bientôt, il va falloir une connaissance en crédit immobilier, parce que ça, je pense pas que ça va se simplifier aussi avec le temps, à mon avis. C'est clair. Ok. L'offre de crédit immobilier est valable 10, 15, 20, 30 jours. L'offre de crédit immobilier, 30 jours. Mais tu as un délai de 10 jours obligatoire avant de pouvoir signer l'offre de prêt. Fameux délai de réflexion. Délai de réflexion de 10 jours et tu peux signer au 11e jour. Et tu dois renvoyer par lettre commandée, imprimée, etc. Ouais. Pour moi, je le fais en ligne maintenant. Ouais, mais toutes les banques ne le font pas en ligne. Ah ouais. On a imprimé, c'est chiant. Ouais. Quelles sont les charges prises en compte dans le calcul de votre endettement? Crédit à la consommation, le montant de vos impôts, un leasing sur une voiture, votre abonnement Netflix.
Attends, tu peux me refaire le début? Excuse-moi. Crédit conso, impôt, leasing, abonnement Netflix. Dans le calcul de l'endettement? Ouais. Alors, crédit conso, oui. Leasing, tout dépend si c'est pour une entreprise ou à titre perso. Bon, là, c'est plus titre perso, je crois. Tu m'as dit Impôt et Netflix. ni impôt ni Netflix. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a raison? Pour un investissement, c'est énorme, parce que du coup, c'est énorme, parce que même là, ils n'ont pas le bon chiffre. Pour un investissement locatif, quel pourcentage du loyer est généralement retenu par les établissements bancaires? 50, 60, 70, 80? Ouais, 90 du coup. Ils n'ont même pas le bon truc, mais j'imagine que pense 70. Mais aujourd'hui, c'est 90. Quel est le revenu pris en compte par les banques? Le salaire net à payer, le salaire net imposable, le salaire brut? Le salaire net imposable. C'est à peu près facile. Ouais. C'est pour ça que les banquiers vous demandent les 2 ou 3 derniers avis d'imposition. Ouais. Et parfois, ils peuvent demander s'il y a des primes aussi. Ouais, tout à fait. Les 12 ou 24 derniers bulletins de salaire en fonction du type de prime. Ouais, plutôt les 3, et parfois ils demandent les 3 derniers et le dernier décembre. Ils font beaucoup ça. Ouais. Bah, Inès, elle a dû par exemple amener les 12 derniers parce qu'elle a 3 ou 4 primes, dont certaines qui sont variables, tu sais. Du coup, ils veulent voir sur l'année, etc., comment ça s'articule, mais de manière générale, quand c'est fixe avec un 13e mois, tu prends décembre. Pour un prêt immobilier, le délai légal de réflexion avant signature de l'offre de prêt est de, pas de délai, 7 jours, 10 jours. C'est ce que je dis. 10 jours. En France, quel pourcentage représente les ménages étant propriétaires de leur résidence principale? Ah, c'est intéressant, je ne sais même pas ça. 23, 39, 58, 72. Ah ouais, je dirais 39. Ah, j'ai un 39 aussi. Ouais, 39. Je pense pas que ce soit plus de la moitié. Non. Bien joué. Ah, les enfoirés. Le quiz est maintenant terminé. Avant de vous dévoiler votre score, j'ai besoin de votre email. Putain, je vais me faire noyer en publicité encore. Ça me saoule. Ah, c'est trop chiant. Alors, est-ce que Martin, tu es un investisseur aguerri ou pas? Si jamais t'as moins de la moitié, t'abandonnes tout. Tu lâches tout. Oh, votre score, 90 sur 100. Alors, sur quoi est-ce que tu t'es trompé? Bon, bah écoute, dès que j'ai le résultat, je te dis. Mais ouais, intéressant. Bon, après, très orienté résidence principale. Ouais. Mais pas mal d'avoir ce retour quand même. Mais c'est assez cadré. C'est trop cadré, je trouve, comme réponse. C'est-à-dire? Bah, tu penses pas en dehors de la case. Oui, c'est Il y a ça. trop de choses que le commun des investisseurs ne met pas en place sur leurs investissements parce qu'on leur a appris à acheter la résidence principale, qu'ils ont vu quelqu'un faire de la location et que c'est comme ça qu'ils arrivent à la location sans s'être formés, sans être vu des personnes qui en vivent vraiment, sans avoir appris à constituer une stratégie d'enchaînement rapide, quoi. C'est clair. Bah après, on peut pas commencer en étant parfait, hein. C'est aussi l'expérience qui, mais effectivement, se former, c'est essentiel. Toutes les erreurs qu'on a pu faire au début, si on peut les éviter, c'est pas mal. Mais écoute, j'ai pas le résultat. Ok. Je te dirai sur quoi tu t'es trompé au prochain podcast parce que impossible de savoir. D'accord. Un petit mot pour la fin? Sur quoi c'est quoi la petite citation de la fin? La petite citation de la fin, je citerai Nicolas Sarkozy. Ouais. Du coup, c'est frais dans ma tête. Vas-y. Qui lui a dit, Guillaume Play, il lui a dit mais pourquoi est-ce que vous avez autant d'ambition? Comment c'est possible d'avoir une ambition aussi débordante? Il lui a dit, vous savez, l'important, c'est pas de savoir pourquoi vous avez de l'ambition, c'est d'en avoir. Punchline. Toute l'interview, c'est que ça. C'est punchline sur punchline. Et j'en citerai même une deuxième. C'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Non, mais celle-là, elle est ancienne. Moi, je te prends celle qui est dans le podcast où il lui dit oui, comment vous arrivez à maintenir une relation de 17 ans avec Madame Bruni? Comment vous arrivez à aujourd'hui à être aussi solide, etc. Il lui a dit, vous savez, tout ce qui est fragile dure. C'est contre-intuitif, mais tout ce qui est fragile dure. Parce que si vous avez toujours peur de faire n'importe quoi, de le casser, ben vous allez y prendre soin et faire attention. Et c'est quand quelque chose vous paraît être solide que ça finit par se casser. Punchline. Hein. Il est fort. Hein. Ouais, il est pas mal. Il est fort en punchline. Sur ce, fin de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine.
C'est ça. Éclatez-moi la barre des pouces bleus. Sinon, coup de tête. Et on se voit la semaine C'est hyper prochaine. violent. Ouais, mais c'est impactant, tu vois. C'est parce que t'as pas fait de sport cette semaine, faut que tu Ouais, te un le peu. fous, là. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.